L'ignorant. Plus je vieillis et plus je crois en ignorance, plus j'ai vécu, moins je possède et moins je règne. Tout ce que j'ai, c'est un espace tour à tour enneigé ou brillant, mais jamais habité. Où est le donateur, le guide, le gardien? Je me tiens dans ma chambre et d'abord je me tais. Le silence entre en serviteur mettre un peu d'ordre. Et j'attends qu'un à un les mensonges s'écartent. Que reste-t-il? Vous n'avez pas beaucoup parlé de vous-même, monsieur Jacotet. Oui, en effet. Mais je ne crois pas que ce soit du tout une question de modestie. Ce sont des raisons plus valables, il me semble, plus sérieuses dans mon cas. Il y a naturellement un peu de pudeur personnelle, de nature, bon. Mais il y a une chose plus importante à mes yeux, c'est qu'il me semble que le poème, l'œuvre poétique, quelle qu'elle soit, si elle est accomplie, se détache de celui qui l'a créée, un peu comme la bulle de savon se détache de la pipe quand on la forme, lorsqu'elle a atteint sa perfection. Et qu'à ce moment-là, c'est elle seule qui importe. Et on n'a pas besoin de connaître la vie, les traits, le caractère de celui qui l'a composé. Et puis, c'est aussi, malgré tout, en réaction contre ce qui me paraît une tendance déplaisante de notre époque, qui est en train de faire de nous tous, en particulier à travers la télévision, je pense, à la fois des exhibitionnistes et des voyeurs, au point qu'on a vraiment l'impression que la curiosité, l'indiscrétion de notre temps ne s'arrêtera devant rien. Et je crois qu'il faut réagir à la contre. Enfin, moi, j'ai envie de réagir, et donc je le fais. Et dans la mesure du possible, je n'aime pas trop m'attarder, ou disons, laisser entrer le public ou les lecteurs dans ma vie personnelle, c'est tout. Notez que ça augmente le mystère et puis en même temps la curiosité de percer ce mystère. Oui, c'est possible, mais enfin, je souhaite que ça n'attire pas davantage l'attention par un mouvement inverse. Enfin, si vous ne parlez pas de vous-même volontiers, vous parlez des autres, et puis vous parlez aussi des paysages que vous avez habités. Oui, et au fond, c'est ce que j'aimerais faire maintenant, parce que je n'ai pas non plus tellement envie de parler une fois de plus de mes livres, parce que ça, je crois que c'est aussi une tentation qui est d'aujourd'hui, qui est même profondément inhérente à notre temps, que le pouvoir critique se mêle étroitement au pouvoir créateur, et on n'y peut rien. Mais on peut peut-être résister un tout petit peu à cela, en ce sens qu'il ne faudrait tout de même pas que la préface au livre devienne plus importante que le livre lui-même. Or, c'est un peu ce qui est en train de se produire dans la littérature, où les livres critiques, par exemple, deviennent quelquefois plus important qu'on a l'impression que les lecteurs se contenteront de lire l'ouvrage critique sur quelqu'un, ils n'iront pas voir les œuvres. Alors moi-même, je cède à ce mouvement-là, parce qu'encore une fois, je crois qu'il est essentiel à notre temps, parce que le pouvoir créateur est devenu moins naïf, moins puissant aussi, et que nous raisonnons en même temps que nous créons. Et alors j'ai beaucoup, moi-même dans mes livres, déjà parlé de ce que je fais, donc je trouve que je n'ai pas tellement envie de recommencer éternellement la même histoire, d'autant plus qu'à vrai dire, je suis un peu, disons, brouillé avec mes livres, c'est-à-dire que je n'aime pas tellement les rouvrir, je n'aime pas tellement y revenir, parce que je trouve qu'ils sont trop loin de ce que j'aurais voulu faire, peut-être, et que si je veux continuer quand même à écrire peut-être encore quelques pages qui soient convenables, j'ai l'impression qu'il faut que je me garde justement de cette tentation du commentaire perpétuel sur l'œuvre. C'est pourquoi j'ai choisi là de parler d'autrui, et je sais bien qu'en parlant d'autrui, on parle toujours quand même un peu de soi-même. Donc de quelques rencontres que j'ai faites et qui ont été pour moi importantes, et que je voudrais faire sous forme d'hommage d'ailleurs, à des gens que j'ai aimés. Ces rencontres se situent dans le pays d'où vous êtes parti, d'où vous êtes, la Suisse romande. Oui, oui, en effet. Et la première est la rencontre assez décisive, je pense, c'est celle de Roux, que j'ai déjà racontée dans le livre que je lui ai consacré, mais enfin j'y reviens parce que c'est vraiment
important et significatif pour moi, et puis aussi pour parler de lui. Ça remonte assez loin, puisque je n'avais que 16 ans, c'était en 1941. Et nous avions une cousine commune qui m'a téléphoné un jour en me disant « Veux-tu aller entendre la remise du prix Rambert, qui était ce prix que décernent les étudiants, que décernent toujours les étudiants de Zofingue à des écrivains tous les 3 ans, la remise du prix à Gustave Roux. » Et je lui ai dit « Qui est Gustave Roux ?» Je ne savais pas du tout qui c'était, je n'avais au fond pas tellement de curiosité d'y aller, bien que je m'intéressasse déjà à ce moment-là à la poésie. Et puis elle m'a dit, c'est Ramu qui va le présenter. Alors naturellement, je connaissais Ramu, je l'admirais beaucoup, et je connaissais son œuvre, pas l'homme. Mais j'ai eu envie justement de l'entendre. Et je suis allé à cette soirée, et à vrai dire, ce que Ramu a dit ne m'a pas beaucoup passionné ou touché, parce que Ramu avait beaucoup d'estime et d'amitié pour Roux, mais il n'était au fond pas du tout proche, en réalité. Et ce qu'il a dit de Roux était un hommage, je ne dirais pas condescendant, mais enfin quand même où la distance était sensible entre eux, et au fond un hommage un peu banal, reconnaissons-le. Tandis que, comme il arrive souvent dans ce genre de cérémonie, Roux était un homme très peu connu, c'était peut-être la première fois qu'il avait l'occasion de parler devant des gens de ce qui lui était cher, alors il s'est donné beaucoup plus, c'est devenu une espèce de profession de foi. Et c'était une profession de foi qui n'était pas simplement un exposé d'un art poétique théorique, mais comme dans tous ses livres, c'était en fait une espèce de promenade. Il a raconté les promenades qu'il faisait dans la campagne, d'une manière merveilleuse. C'est un très beau texte qu'on republiera, d'ailleurs il est presque inconnu, on le republiera dans le programme de ses œuvres qui vont paraître à partir de cet automne. Et à la fin, il disait que celui qui n'avait pas entendu chanter à la fin d'une nuit de marche l'alouette annonçant le réveil d'un monde plus pur que son chant, ne comprendrait probablement pas ce qu'était la poésie. Et alors cette phrase-là venant à la fin de tout le reste, m'avait vraiment traversé comme une flèche, comme une chose décisive, qui exprimait, qui mettait à jour ce que peut-être je commençais à pressentir moi-même dans la lecture des poètes que je lisais alors, et qui n'étaient donc pas Roux, puisque je n'avais pas lu une ligne de lui, et aussi dans le travail poétique que j'avais commencé à entreprendre modestement moi-même. Et après cela, j'ai lu les livres de Roux, bien sûr, et puis je suis allé le voir. Et alors on sait que Roux était très accueillant aux jeunes poètes moins jeunes aussi, bien sûr, et c'était toujours un petit événement que de monter à Carouge, faire ce qu'il appelait la traversée. Il vous demandait toujours si elle s'était bien passée en tram. Et c'était un mot très juste, parce qu'en fait on abordait vraiment un peu à une autre rive quand on arrivait chez lui, et on en redescendait avec des livres plein les mains, ou avec les souvenirs d'une conversation sur la poésie, nourri et fortifié, parce qu'au fond soi-même, quand on commence comme cela, eh bien on est très seul, et je n'étais pas du tout en révolte contre mon milieu familial, mais ce n'était pas un milieu où la poésie avait place, où on la lisait. Par conséquent, je n'avais pas de compagnon, disons. Et là, on avait tout à coup quelqu'un qui était comme un compagnon qui nous paraissait déjà vieux, enfin, bien qu'il eût, je pense, 45 ans à ce moment-là, je ne me souviens pas exactement. C'était donc une sorte d'enrichissement, et c'était comme d'arriver de trouver une source, enfin, et de trouver force pour son propre travail. Et en même temps, c'était une espèce de leçon de vie aussi, parce que c'était un homme qui vivait à l'écart des groupes littéraires, dans cette ferme très belle, dans le silence, dans une sorte de concentration et de patience et d'attente de l'œuvre tranquille, silencieuse, modeste, qui était très émouvante, très impressionnante. De sorte que Roux m'ayant ouvert vraiment l'univers, par exemple, de la poésie romantique allemande, dont il était un des meilleurs traducteurs, Novalis, Hölderlin, à quoi il était occupé précisément à ce moment-là, ça a été une rencontre tout à fait décisive pour mon travail, parce qu'au fond, je devais m'apercevoir plus tard que l'espèce de poésie qu'il pratiquait était celle que j'allais moi-même pratiquer, non pas qu'il n'y ait pas de très grande différence entre ce que nous avons fait, je ne parle pas de la qualité, mais tout de même, c'est une même famille poétique. Philippe Jacotet, vous pensez à Gustave Roux, mais avec lui, ce sont d'autres visages aussi que vous revoyez. Si riches que fussent les rencontres avec Roux, malgré tout, quand on allait là, d'une certaine manière, on allait vers le nord. C'est-à-dire, on allait vers le romantisme allemand, et on allait rejoindre un homme qui
vivait dans une très profonde solitude. Solitude dont on mesurera surtout lorsqu'on lira ses notes de journal qui sont inédites, à quel point, à partir de ces années-là, elle était profonde et par moments désolée. De sorte que n'avoir subi que cette influence-là, ou n'avoir été nourri que par ce pôle-là, aurait été peut-être dangereux. Et je pense que c'est une chance pour moi qu'ensuite, peu après, j'ai rencontré presque le pôle contraire, comme si c'était bien arrangé dans un tableau prévisible, enfin prévu, c'est-à-dire quelqu'un qui était vraiment le Sud, qui était vraiment le soleil, qui était vraiment le feu, l'incendie, et qui était une femme peintre, moins connue, je pense aujourd'hui que ne l'est Roux, qui était Lélo Fiot, qui était, je pense, pas un très grand peintre, mais tout de même, elle avait une espèce de génie, et surtout de génie de la vie, et de générosité, de richesse. Elle était très en avance, je dis ça entre guillemets, sur son temps, en ce sens que c'était une sorte de hippie. Quand elle traversait les rues de Lausanne à cette époque-là, elle faisait sensation parce qu'elle avait des longues robes très colorées, et puis des chiens un peu extravagants, une chevelure qui était vraiment un incendie rouge comme ça. C'était donc un personnage qui ne passait pas inaperçu et qui, par la liberté de sa vie, elle avait été mariée puis divorcée, par la passion qu'elle avait pour les poètes maudits, le goût de l'aventure, jusqu'à tâter de la drogue par exemple, choses comme cela, était également en avance. Et je pense qu'elle aurait salué, si elle avait vécu mai 68 comme sa révolution, elle aurait bondi sur les barricades avec joie. Et alors à ce moment-là, je pense qu'elle devait avoir une trentaine d'années, moi à peu près 20, et elle avait un atelier à la place de la Palude, dans une vieille maison où maintenant il me semble que naturellement elle a été restaurée, parce que sans ça, on n'aurait pas été content à Lausanne si on ne l'avait pas restaurée. Et il y a des machines à sous, je crois, il me semble, au rez-de-chaussée. Et c'était un lieu où il y avait comme ça plusieurs amis qui sortent, ça va, un côté un peu parisien avant que j'aille à Paris. C'est-à-dire qu'il y avait des étudiants qui vivaient au premier étage. Il y avait Jean-Luc Sella et Jacques Adou, qui sont des personnages qu'on connaît à Lausanne aussi. L'un étant devenu professeur d'université, l'autre travaillant à la radio, qui étaient de grands amis de Lélo Fiot. Alors quand ils avaient envie de se voir, ils se lançaient des coups de sifflet à l'intérieur de la cour. Et on allait comme ça passer des soirées, on mangeait bien, on buvait bien, on jouait beaucoup et on écoutait de la musique, parfois on se masquait. Enfin, c'était vraiment alors une espèce de petit Montmartre, si on veut, mais dans le vrai sens, enfin authentique. Et Lélo Fiot avait un sens de l'amitié, du rayonnement et de la chaleur de vie et de la fête, comme on ne le dit que trop souvent maintenant. Mais là, c'était vraiment, ça venait tout à fait spontanément, de sorte que c'était aussi une sorte de bonheur de la fréquenter et de vivre dans ce milieu-là. Et aussi un grand encouragement au travail. Parce que si Roux, d'une manière presque féminine, au fond, lui, attendait passivement l'œuvre et qu'elle vienne à lui dans le silence, au contraire, Lélo Fiot, d'une manière beaucoup plus virile, combattait tout le temps. Elle était toujours au travail et elle se jetait comme un démon sur la toile pour conquérir ce qu'elle voulait conquérir en peinture. Et c'était une chose très merveilleuse. À ceci près que, évidemment, cette forme de vie et cette forme de concevoir-là me paraît très liée à un âge, à la jeunesse. Et qu'à partir d'un certain moment, en général, cette façon de vouloir brûler la vie par les deux bouts devient difficile ou moins naturelle. Et ça a été le cas chez Lélo Fiot qui, lorsqu'elle a atteint, disons, la quarantaine, a été obligée de forcer, par exemple en prenant des amphétamines ou Dieu sait quoi, ou en buvant un peu plus qu'elle ne buvait avant, de sorte qu'elle finissait par être dans une sorte d'état de surexcitation un peu artificielle. Et qu'alors on avait l'impression, quand on la retrouvait, que les choses n'étaient plus aussi spontanées, aussi vraies qu'avant. Et c'est ce qui a fait que mon amitié pour elle n'a pas été aussi durable que celle pour Roux, parce qu'il y a eu un moment où je ne pouvais plus recommencer ce qui avait été si merveilleux jeune, et qui plus tard devenait, me semble-t-il, un peu du réchauffé. Et c'est un peu plus tard, ou à peu près à ce même moment, que j'ai rencontré, alors assez étrangement, quand je pense à ce que j'étais, un homme qui a eu aussi pour moi une influence très bénéfique et généreuse et qui était Mermot, l'éditeur, qui à ce moment-là était un personnage très respecté dans les milieux littéraires de Lausanne, parce qu'au fond c'était un peu le Gallimard vaudois. Il avait publié tout ce qu'il y avait de bien, tout ce qu'on aimait, Ramus, Saint-Griard, Roux, Pierre-Louis Matet, un homme qui avait une fortune et qui la dépensait en partie en publiant, avec beaucoup de goût d'ailleurs, les écrivains. Alors moi qui étais plutôt timide et qui n'avais publié à ce moment-là qu'un livre aux Portes de France en 1944,
j'ai eu ce geste qui, m'a-t-il dit plus tard, l'a surpris parce que ça ne lui était jamais arrivé et qui m'étonne encore un peu maintenant, de lui proposer, ayant terminé mes études de lettres et ne voulant pas enseigner, de travailler pour lui, de lui demander s'il aurait du travail pour moi, ce qui me paraît rétrospectivement un peu téméraire. Enfin bon, j'ai fait ça, il faut croire que j'en avais très envie. Et je me souviens encore du jour où je l'ai rencontré, c'était dans le café, le Tea Room du Grand Chêne, qui était pas tout à fait en rose comme les Tea Rooms lausannois devaient l'être à l'époque, je ne sais pas s'il existe toujours. Et lui-même était un homme assez coquet, un homme un peu snob par certains côtés, mais en même temps très généreusement passionné de poésie et d'art. Et alors il m'a écouté lui exposer le désir que j'avais au fond de travailler, de faire du travail littéraire, et notamment des traductions. Et comme il aimait beaucoup La mort à Venise de Thomas Mann et qu'il trouvait la traduction existante insuffisante, il m'a demandé si j'essayerais de le faire et de lui présenter un projet qui a été agréé. Et alors c'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire en 1946, que j'ai eu la possibilité matérielle, parce qu'il s'est engagé, disons, à me fournir du travail, d'aller à Paris, et alors de changer tout à fait de monde et de commencer vraiment à vivre de ma plume, par la traduction et par les petits travaux annexes que je faisais pour lui. Et vous avez passé 7 années à Paris. Oui. J'ai passé 7 années, pas tout à fait complètes, parce que ce que je gagnais ne me permettait pas d'y passer toute l'année. Alors je revenais au Bercail en été toujours, mais enfin j'y ai passé cet hiver largement. Et alors là, je me souviens de mon arrivée. D'abord, je suis arrivé, j'apprenais très gentiment et très suissement par mes parents qui m'avaient accompagné pour me trouver un petit hôtel dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. C'était donc l'immédiate après-guerre. Enfin, il y avait encore des traces de la guerre, à savoir que par exemple, on avait des tickets d'alimentation, des tickets pour le tabac. Enfin, les maisons étaient encore très mal chauffées. Et je suis arrivé à la rue du Vieux-Colombier où se trouvait cet hôtel et ma première impression a été de déception et même de léger effroi parce que ces maisons qui étaient très noires, elles le sont moins maintenant parce que Malraux a blanchi Paris, mais à ce moment-là, au fond, je n'ai pas trouvé ça tellement beau et j'ai trouvé ça même un tout petit peu sinistre et en même temps la grandeur de cela et la foule, tout cela m'a un petit peu effrayé comme un bon petit provincial. Puis je m'y suis fait assez vite, mais pas très vite au monde parisien. Et là aussi, je crois que j'ai eu des réactions qui étaient vraiment très suisses. J'avais connu pendant mes études une jeune juive française qui était assez brillante, qui faisait ses études à Lausanne du fait de la guerre, et qui m'avait dit « Tu viendras me voir à Paris quand tu arriveras ». Je suis allé à une soirée chez elle où il y avait d'autres étudiants, et j'ai vraiment eu l'impression de tomber chez des Chinois, extrêmement bavards, et où je ne savais vraiment pas pourquoi j'étais là et ce que je faisais là, et je n'ai jamais remis les pieds ensuite dans une réunion pareille, alors qu'elle était parfaitement naturelle et telle que tous les étudiants parisiens en tenaient, à cause de l'extraordinaire capacité de bavardage, l'aisance à manier les idées, l'assurance de tous ces garçons et de toutes ces filles qui étaient tout à fait sympathiques, mais qui me terrorisaient au fond. Moi, je restais absolument muet, je suis resté absolument muet toute la soirée, je me suis dit, j'ai rien à faire là. Et ce sentiment, je l'ai eu pendant presque tout mon séjour à Paris. Ensuite, par mes mots, j'ai connu de nombreux écrivains, dont j'ai envie d'ailleurs de parler maintenant, mais malgré cela, et malgré que certains me montraient beaucoup d'amitié, s'intéressaient à mes livres, quand je passais des soirées avec 3 ou 4 écrivains réunis comme cela, je me disais toujours, il faut cette fois que tu parles, parce que tu as vraiment l'air complètement idiot, de ne pas parler, et je me retrouvais à la fin de la soirée sans avoir dit un mot, et toujours comme en retard sur la rapidité, le rythme de conversation et l'aisance, encore une fois, dans le maniement des idées et dans la discussion, dont j'étais totalement dépourvu. Ce qui fait que ce séjour à Paris a eu pour caractéristique pour moi que malgré toutes les amitiés que j'y ai nouées, je suis toujours resté un tout petit peu en marge, et je me dis maintenant peut-être un peu trop en marge. Parce que je ne me sentais jamais tout à fait à l'aise, jamais tout à fait chez moi, avec un complexe d'infériorité vraiment assez fort. Et par conséquent, il est peut-être assez naturel qu'à la fin de ces 7 années, j'ai eu envie de repartir, parce que je ne m'étais pas devenu tout à fait un écrivain parisien. Monsieur Jacotel, les rencontres importantes de votre vie à Paris? Oui, eh bien, c'est naturellement par mots que je les ai faites, comme j'étais un peu son correspondant, son représentant officieux à Paris. Alors j'ai vu beaucoup d'écrivains, mais parmi ceux avec qui j'ai gardé les contacts les plus étroits, il y a eu
assez curieusement, au fond, Francis Ponge. Je dis assez curieusement parce que ce qu'il fait, ce qu'il faisait, ce que moi j'essaye de faire, ça peut paraître aux antipodes l'un de l'autre, et ça l'est d'une certaine manière. Alors on peut se demander pourquoi c'est particulièrement avec Ponge que je me suis lié d'amitié, que c'est un des poètes que j'ai vraiment vu le plus souvent, chez qui j'allais très régulièrement. Je crois qu'en fait c'est justement parce que j'aimais en lui ce qui me manquait à moi, c'est-à-dire cette espèce de certitude qu'il avait de ce qu'il devait faire en poésie, et cette passion qu'il habitait. On peut dire que c'était un homme plein de lui-même, dans tous les sens du mot, enfin, parce que vraiment il était plein de son travail. Il était capable de parler dans son cabinet de travail, comme ça, pendant 2 heures, 3 heures, de ses projets, de sa poétique, et ça me fascinait. Et en même temps, moi j'aime plutôt mieux écouter que parler, donc au fond nous étions faits pour nous entendre, parce que lui parlait et j'écoutais. Mais je crois qu'en même temps, il avait de l'affection pour moi, peut-être aussi parce que nous étions d'origine protestante l'un et l'autre, et bien qu'il fût tout à fait athée, ça lui était resté malgré toute cette formation. Une sorte d'honnêteté, de rigueur d'esprit, peut-être même de sérieux, qui peut devenir moralisateur, était très sensible en lui. De sorte que j'ai vraiment passé des heures dans cette maison de la rue Le Mont, extrêmement riche aussi, avec lui. Et ces liens ne se sont pas desserrés, simplement nous nous voyons moins souvent parce que nous sommes plus loin l'un de l'autre maintenant. Et puis, je me souviens de nombre d'autres rencontres, mais en particulier alors d'une seule soirée, d'une seule rencontre avec Éluard. Et là aussi, à travers Mermot, qui devait probablement avoir envie d'avoir un livre d'Éluard, et Éluard nous avait invités chez lui, et je ne sais pas pourquoi Saint-Gréal était aussi là. Je ne sais vraiment pas très bien, parce qu'il n'y avait pas tellement de rapport entre l'un et l'autre. Alors, Éluard habitait à ce moment-là, je crois, du côté du boulevard de la Chapelle, c'est-à-dire dans un quartier assez populaire, un appartement d'ailleurs, dans une maison très modeste, mais qui était un trésor de peinture surréaliste au mur et aussi d'édition originale. C'était un collectionneur d'éditions originales et je pense aussi que quelquefois il assurait son existence en vendant certaines. Et il nous avait montré, donc je me souviens qu'il nous avait montré certains de ses très beaux livres. Puis Saint-Gréal est arrivé, que j'aimais beaucoup, qui était un homme vraiment comme conteur, enfin comme façon, c'est pas un conteur, mais quelqu'un qui parlait d'une manière constamment inventive, jamais banale. Il est arrivé peut-être déjà un peu éméché, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est au fond lui qui a parlé tout le temps. Il avait à la main les épreuves d'une traduction qu'il venait de faire à ce moment-là du Novelline, qui sont des nouvelles de la Renaissance, qu'il faisait pour les portes de France. Et alors il s'était assis dessus au début du repas, et puis de temps en temps il les sortait de sous ses fesses pour nous en parler, pour nous en citer un passage. Et au fond, j'ai l'impression que, parlons pas de moi qui ne disais jamais rien, mais que Éluard lui-même a très peu parlé. Je n'ai pas du tout le souvenir de ce qu'il a pu dire, ni d'ailleurs de sa compagne. Je ne sais plus qui c'était à ce moment-là. Elle était là, mais elle était très effacée. Mais j'ai toujours, en revanche, gardé le souvenir du regard d'Éluard, parce que c'est vraiment l'homme dont... je n'ai jamais vu des yeux aussi clairs, aussi... Je dirais même pas bleus, ils étaient presque plus pâles que bleus, mais vraiment comme le ciel. Et je trouve que ça correspond merveilleusement à ce qu'est essentiellement sa poésie. C'est pourquoi je me souviens avec une certaine émotion de cette rencontre qui n'a pas eu de suite. Au-delà de cette fenêtre, le paysage de la campagne de Grignan, c'est là que vous êtes venu vous établir en partant de Paris. Oui. Bon, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit souvent sur mon départ de Paris, simplement très brièvement, je crois que j'avais besoin, j'avais beaucoup aimé Paris et aussi mes contacts avec les écrivains de Paris, mais simplement j'éprouvais le besoin d'une certaine distance, non seulement à l'égard de Paris, mais à l'égard de tout milieu littéraire quel qu'il fût, avec le sentiment qu'ayant peut-être une force créatrice assez limitée, il fallait la préserver un peu comme on préserve une bougie des courants d'air, disons. Alors j'ai choisi cette distance qui m'a amené jusqu'à Grignan un peu par hasard. Ça aurait pu être d'autres lieux de Provence, de France. Et alors, une fois que nous avons été installés là, au fond, il n'y avait pas du tout dans notre idée, ce qui se produit très souvent aujourd'hui avec des jeunes gens depuis 68, 10 ans, pour simplifier, c'est-à-dire un rousseauisme qui fait qu'on va vivre à la campagne. Je dois dire que je n'avais pas du tout de théorie de ce genre, et que je ne savais pas du tout si ça réussirait ou non, si on serait bien heureux ou non. Il s'est trouvé qu'on l'a été, c'était une chance. Et
Et puis il s'est trouvé que le paysage de Grignan, et cela aussi c'était pas du tout prévu, m'a donné beaucoup dans mon travail, alors que j'étais pas tellement peintre de paysage avant, enfin que mes poèmes n'étaient pas particulièrement tournés vers la campagne ou vers la nature, mais là il s'est trouvé qu'il y a eu un émerveillement inespéré et qui a duré et qui dure encore, enfin naturellement un peu affaibli, mais surtout dans les premières années, et que ça a demandé à être traduit en paroles. C'est vraiment comme ça que c'est venu de l'extérieur et non pas du tout d'une décision personnelle. Et c'est ainsi que plusieurs livres sont nés d'un échange avec ces paysages. Et c'est un reproche que certains vous font de vous promener sous les arbres et pas parmi les hommes. Oui, bien sûr. Bon, chacun d'abord a sa nature. Maintenant, je pense qu'il faut bien comprendre ce que signifie se promener sous les arbres. Je veux dire, il ne s'agit pas du tout d'échapper à la condition actuelle. Et comme je l'ai dit d'abord, ça s'est fait comme ça. Bien sûr, je suis un homme de solitude dans une certaine mesure, encore que nous ayons beaucoup d'amis ici et que notre vie ne soit pas du tout une vie d'ermite. Et puis enfin, je suis marié, j'ai des enfants, donc je suis quand même dans la vie humaine quotidienne. Mais simplement, il s'est trouvé que, chose étrange, dans ces paysages, j'ai trouvé des interrogations qui se sont posées à moi et auxquelles je ne pouvais pas me dérober, et qui se sont presque confondues avec les interrogations même du travail poétique et de la poésie, et qui m'ont rempli tout entier. Et naturellement, ça devait correspondre à quelque chose en moi. Mais il me semble que si les livres, ou quelques pages de ces livres sont réussis, elles parlent aux autres hommes, mais non pas du tout aux arbres ou aux choses. Enfin, je l'espère. Est-ce que vous pouvez nous dire ces interrogations ? Bien, évidemment, c'est difficile de les cerner, puisqu'il faut en fait des livres pour tourner autour, plusieurs livres, donc toute une vie presque. Mais je crois que cela revient à ce que j'ai dit pour l'essentiel à propos de Roux, c'est-à-dire il y a une certaine espèce de poète qui n'est pas meilleure que les autres ni moins bonne, mais simplement une certaine espèce de poète dont la préoccupation essentielle est comme de labourer au fond le monde visible, de le creuser parce qu'ils ont le sentiment qui est peut-être une illusion, mais très fort tout de même, qu'il y a une espèce de richesse cachée à l'intérieur des choses visibles, et qui peuvent être aussi les visages, et qui peuvent être aussi naturellement les activités de l'homme ou la vie urbaine. Il s'est trouvé que là, c'était là surtout les paysages naturels, mais ce n'est pas essentiellement cela. Et qu'à l'intérieur de cela, il y a une espèce d'ordre caché dont la poésie essaye de rendre, de restituer le rayonnement. Alors, il me semble que quand elle le restitue, et je ne dis pas que ça se produise chez moi, mais ça se produit évidemment chez les grands poètes, eh bien, à ce moment-là, ce rayonnement est vraiment une chose humaine, largement, enfin, et qui n'est pas à l'extérieur de la préoccupation de l'homme quotidien. Parler est facile. Et tracer des mots sur la page en règle générale est risquer peu de choses. Un ouvrage de dentelière, calfeutré, paisible. On pourrait même demander à la bougie une clarté plus douce, plus trompeuse. Tous les mots sont écrits de la même encre. Fleur et peur, par exemple, sont presque pareils et j'aurais beau répéter sans. Du haut en bas de la page, elle n'en sera pas tachée, ni moi blessé. Aussi arrive-t-il qu'on prenne ce jeu en horreur, qu'on ne comprenne plus ce qu'on a voulu faire en y jouant au lieu de se risquer dehors et de faire meilleur usage de ses mains. Cela, c'est quand on ne peut plus se dérober à la douleur, qu'elle ressemble à quelqu'un qui approche en déchirant les brumes dont on s'enveloppe, abattant un à un les obstacles, traversant la distance de plus en plus faible, si près soudain qu'on ne voit plus que son mufle, plus large que le ciel. Parler alors semble mensonge ou pire, lâche insulte à la douleur et gaspillage du peu de temps et de force qui nous reste. Vous êtes souvent pris du besoin d'agir autrement en écrivant. La question en tout cas que ce texte se pose, oui,
souvent, et précisément dans les circonstances difficiles. Dans celle-là, il s'agit tout de même d'un deuil, et donc du heurt direct et personnel et individuel avec la souffrance humaine. Et dans ces moments-là, il est vrai que l'on hésite à continuer et que l'on est un peu écœuré de l'inefficacité de ce que l'on fait. Mais en même temps, comme on le voit, tout ce que l'on fait, c'est quand même d'écrire à ce propos, et, quant à moi, et non pas d'agir. Alors c'est toute la question, évidemment, de la poésie engagée, c'est toute la question du rapport entre la poésie et l'action qui est reposée dans ces moments-là, et sur lesquels on peut, je crois, épiloguer très, très longtemps, de sorte que, quant à moi, je vais essayer d'être bref sur ce que je puis dire là-dessus. D'abord, je crois que c'est très personnel, je crois qu'il y a toutes sortes de façons de vivre cette expérience et de la résoudre. Pour ce qui est de moi, et ce n'est encore pas du tout donc une leçon que j'ai envie de donner à quiconque, il m'a semblé que finalement, il fallait choisir et qu'on ne pouvait pas en tout cas se partager, c'est-à-dire faire à la fois une œuvre poétique peut-être valable, solide et substantielle, et à côté s'engager ou mélanger les deux choses. Il me semble que si on estime à un moment donné que vraiment c'est l'engagement qui est urgent ou c'est l'action qui est urgente, eh bien que l'on agisse à ce moment-là, et que mais le mélange des deux, une poésie qui devient une espèce de poésie de tract, je n'y crois pas, en tout cas pas pour moi-même. Ça m'a paru absolument exclu, et je me dis que, par l'exemple des autres poètes, beaucoup plus que par le mien, de ceux qui ont abouti à des œuvres qui tiennent, eh bien il me semble qu'elles tiennent finalement même en face de l'épreuve suprême, qu'elles ont encore une légitimité d'existence, de sorte qu'on peut toujours soi-même essayer si l'on n'a pas de meilleures armes, disons. Mais à condition de le faire vraiment alors en se mettant tout entier. L'engagement doit être à l'intérieur de ce que l'on fait. Ça, je crois. Vous pensez que le rôle du poète n'est pas de transformer son époque? Je ne sais, là, de nouveau, si je disais cela, j'aurais l'air de faire une théorie. Je veux dire, peut-être qu'il y a des poètes qui peuvent jouer ce rôle-là, mais je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment beaucoup trop obsédé par le sentiment que les littérateurs doivent à tout prix agir sur l'époque. Et je crois vraiment que on devient un peu terroriste dans ce sens, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas politiquement efficace est condamné d'une certaine manière moralement. Je crois qu'il y a une préoccupation morale qui est envahissante à l'excès. Il y a une morale dans votre poésie? Oui, bien sûr, il y en a une, mais dont je pense qu'elle doit agir à l'intérieur des poèmes eux-mêmes, et pas comme une leçon qu'on en dégage, mais qu'elle reste, malheureusement, oui, c'est pour ça peut-être que je n'aime pas tellement commenter, c'est parce que déjà je commente trop dans mes livres, et c'est le mal de l'époque, enfin. Il faudrait que ça soit à l'intérieur des textes plus cachés, peut-être. Tout de même, il y a aussi ce qui compte, c'est la beauté des choses, la beauté du poème, le chant du poème, qui n'est pas une chose morale ou immorale, qui est ce qu'elle est, mais qui est une richesse et qui est un don aux autres. Philippe Jacotet, en quittant Paris, vous avez essayé de retrouver peut-être ici aussi une autre époque. Et la nôtre, maintenant, vous rejoint ici. D'ailleurs, dans votre petite maison, on a dû se mettre à l'intérieur, loin du bruit, parce que terriblement bruyant déjà ici, la campagne. Oui, en effet. Ça, c'est un grand problème que celui de la transformation de notre temps. Et, enfin, je ne peux l'aborder que dans le rapport avec mon expérience personnelle, bien entendu. Sinon, on dirait des banalités que tout le monde dit, qui sont malheureusement peut-être très justes. Et on est naturellement tenté d'intervenir, enfin, puisque si l'on se rattache à ce que nous disions il y a un instant du rapport entre le poète et l'engagement, on est tenté d'intervenir, on est tenté d'empêcher que les choses ne se gâtent. On a mal au cœur quand on voit des belles maisons détruites, souvent inutilement, et d'autres beaucoup moins belles se construire. Mais de nouveau, là, j'en suis venu assez vite à penser que, même si cela peut paraître ou égoïste ou lâche, ou une façon de se retirer dans sa coquille pour ne pas avoir d'ennui, je crois qu'on ne peut pas faire deux choses bien à la fois. En tout cas que moi, je ne peux pas en faire deux bien à la fois. Et j'avais trouvé un jour dans Nietzsche une phrase qui m'avait beaucoup plu. C'est comme toujours quand on trouve chez les grands écrivains des phrases qu'on aurait eu envie de dire, on les trouve particulièrement pénétrantes et justes. Il dit, tu ne peux pas être à la fois un écrivain et un héros de la culture, héros, R-A-U-T.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois un poète et quelqu'un qui va parler de poésie devant les autres, défendre la poésie, et à plus forte raison, me semble-t-il, qui va intervenir quant à ce qui a un rapport, effectivement, avec la poésie, c'est-à-dire l'environnement, par exemple. Je crois qu'en fin de compte, dans mon cas, il faut se décider à faire bien ce que l'on peut faire, et alors ne faire que cela. Et d'abord, on ne peut pas faire que cela parce qu'on ne gagne pas sa vie comme écrivain, en général. Et naturellement, en plus, comme poète. Donc, on fait un autre métier. Donc, déjà, on a très peu de temps pour faire simplement honnêtement, comme un artisan fait bien ses tables, faire ses poèmes convenablement. Par conséquent, dans ce temps si restreint, si on se laisse envahir par la préoccupation et le souci de faire quelque chose qui est nécessaire et bien à l'extérieur, alors je crois qu'on est perdu. En tout cas, moi, je le serais, et bon, peut-être ça vaudrait mieux, mais pour le monde, mais pour le moment, je crois encore qu'il faut que je m'accroche à ce que je puis écrire. Au-delà de ce paysage très bucolique, la vallée du Rhône, et là-bas, on construit en ce moment des centrales nucléaires. Est-ce que c'est un phénomène qui pourrait vous faire réagir différemment que vous l'avez fait jusqu'à présent? Oui, sans doute, parce que là, enfin, ça me rappelle une phrase de Hölderlin qui écrivait à son frère et qui disait si à un moment donné, enfin, on risque d'attaquer nos foyers, disons, nous jetterons nos plumes sous la table et nous prendrons les armes. On peut penser alors que devant des menaces à ce point pressantes, et enfin, il y a un moment où il faut peut-être, en effet, intervenir, mais c'est aussi tellement difficile de savoir à quel moment, parce que on se dit aussi quelquefois que c'est alors à tout moment, et depuis toujours, et pas seulement devant les centrales, donc on se retrouve devant ce problème dont j'avoue qu'il est presque sans solution. Pour moi. L'époque, elle vous arrive ici, en tout cas tous les soirs, par la télévision, car vous regardez la télévision, et vous aimez bien. Oui, attention, enfin, j'aime. Et comme nous sommes tout de même à la campagne et qu'on ne peut pas toujours être à son plus haut niveau ou ne lire que des grands auteurs, ou donc il y a un côté divertissement que j'allais chercher autrefois quand j'étais en ville au cinéma, ou enfin plaisir, ou simplement changer, que la télévision nous apporte sur place paresseusement, donc c'est très agréable, mais j'avoue que si je devais porter un jugement sérieux sur la télévision, il serait souvent très violent, parce que enfin, tout ce qui est culturel me paraît généralement consternant. Mais j'avoue que dans la mesure où ça nous apporte des films, où ça nous apporte quelquefois mieux que cela, tout de même par l'information, eh bien oui, j'y cède, mais je ne suis pas sûr que ce soit un bien. Surtout, je suis sûr que c'est un mal dans la manière de la façon dont on use la plupart des gens. Parce qu'encore nous avons une certaine... Enfin, on sait se limiter, disons. Mais vous amène des inquiétudes aussi. Oui, bien sûr aussi. Philippe Jacotet, vous avez fait un beau voyage. Oui, un voyage en Grèce qu'au fond j'aurais dû faire depuis longtemps, je pense. Parce que la Grèce avait été pour moi une rencontre très importante adolescent, je dirais. Ça me permet de rendre un autre hommage que je n'ai pas rendu en pensant à certaines figures de Lausanne, c'est-à-dire à deux professeurs que j'ai eus d'abord au collège, Stammelbach, et puis quelqu'un de plus connu qui est André Bonnard à l'université, qui ont été deux professeurs merveilleux à travers lesquels, peut-être qu'on n'a pas appris le grec d'une manière aussi savante qu'on ne l'aurait appris à la Sorbonne, mais quelques-uns d'entre nous avons perçu ce qu'était la vraie lumière, je crois, de la Grèce. C'était vraiment quelque chose pour nous de rayonnant et qui m'a beaucoup nourri, je pense. Puis ensuite, naturellement, le temps passe et puis on ne passe pas son temps quand même à continuer à lire du grec ou des auteurs grecs. Et il s'est trouvé que l'occasion s'est présentée d'un voyage cette année seulement, donc c'était la première rencontre. Et on peut toujours se demander si on ne va pas craindre d'être déçu, parce que d'abord on a tellement entendu parler, on a tellement vu de photographies des monuments, donc on craint un peu. Et ce qui m'a d'abord frappé à Athènes, puisque c'était la première étape du voyage, c'est au contraire que c'est en fin de compte très différent, ou en tout cas plus grand que ce qu'on ne croyait. Grand dans le plus beau sens du mot, je veux dire que le premier grand choc, c'est la montée des propylées, où vraiment on a l'impression que l'on passe de l'étage des hommes à l'étage des dieux, ce qui est une chose superbe. Et le Parthénon n'est pas tellement, finalement, à mon sens, un modèle de mesure, comme on l'a trop dit, de la Grèce,
qu'un modèle de vraie grandeur, c'est-à-dire que c'est en effet une grandeur mesurée, mais la grandeur me paraît plus importante que la mesure dans le cas particulier, puis c'est pas une mesure tellement rationnelle que ça. Alors c'est une espèce de confirmation de ce que l'on devinait à travers les œuvres des grands Grecs, comme Échille en particulier. Et puis quand on arrive dans un endroit comme Mycène, qui est peut-être un de ceux qui m'a le plus frappé dans ce voyage, et peut-être aussi d'autant plus que là il y a moins de monde et que donc la gêne du tourisme est moins présente qu'à Athènes ou qu'à Delphes. Quand on arrive dans un lieu comme Mycène, avec tout de même dans le souvenir les pièces d'Échille qui s'y situent, donc on redécouvre ce que c'est qu'un lieu naturel, mais où il y a une présence en même temps d'une certaine histoire et d'un certain sacré. Alors, naturellement, moi, ça m'a fasciné parce qu'au fond, c'est ce que en tout petit, bien sûr, ce que j'ai fait ici sans le vouloir, c'est-à-dire que constamment, j'avais l'impression qu'il y avait dans le paysage d'ici, et probablement parce qu'il est un peu grec, parce que finalement, nous sommes en Méditerranée, qu'il y avait des lieux vraiment qui étaient des lieux où on comprenait que le sacré soit né, comme une trace, mais alors vraiment très lointaine et presque perdue maintenant, d'un rayonnement qui a été à un moment donné très fort. Et en fin de compte, je me dis que ce qu'ont fait aujourd'hui certains poètes, enfin, quand on travaille dans ce sens, c'est de continuer à construire un peu absurdement, à vrai dire, des espèces de tout petits temples, alors, dans les mots, enfin, mais qui essayent finalement c'est des cages un peu les temples, il m'a semblé, c'est des cages dans lesquelles on essayait d'enfermer une certaine lumière. Mais je crois que la poésie, telle que j'essaye de la faire, essaye de faire cela. Toute proportion gardée, a-t-il besoin de le dire. C'est pourquoi ce voyage, dont il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, enfin, a été important pour moi, enfin, m'a affermi dans certaines expériences et convictions. Et c'est indiscret de vous demander s'il y a dans votre vie vraiment des dieux ou un dieu. C'est une question aussi qui est de celles les plus difficiles, bien sûr, puisque ce sont les plus grandes questions. Donc aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas répondre oui. Enfin, il y a des gens qui peuvent répondre oui ou non, franchement. Moi, d'abord, ça n'est pas dans ma nature, mais de toute manière, il me semble que c'est très difficile de dire oui ou non, mais dans mes livres, il y a des fragments de oui, je dirais, plutôt que des fragments de non. Et par. Philippe Jacotet, été 1978, au lendemain de la Saint-Jean, nous sommes venus vous rendre visite à Grignan. Qu'est-ce que vous avez devant vous maintenant ? Et comme toujours, beaucoup de pain sur la planche, c'est-à-dire beaucoup de traductions en train et d'autres qui vont venir, en particulier l'an prochain, une qui me fait assez peur parce qu'il s'agit des journaux inédits de Robert Musil, qui sont une œuvre qui comporte 1000 pages serrées de textes et 1200 pages encore plus serrées de notes. Donc c'est un travail presque colossal et qui m'épouvante un peu. Il faut bien dire qu'un écrivain qui voudrait ne vivre que de poésie se perdrait immédiatement, ferait naufrage, parce que ça ne rapporte pratiquement que le prix de ses cigarettes annuelles, à condition de ne pas trop fumer peut-être, mais je ne sais pas. Par conséquent, il faut faire autre chose, et moi j'ai choisi la traduction. Bien, je ne m'en plains pas, je ne veux surtout pas gémir, parce que je pense par rapport à beaucoup d'autres gens, nous restons, nous qui pouvons faire un travail qui nous intéresse, de très grands privilégiés. Néanmoins, j'avoue qu'après 30 ans de ce travail, je crois bien 30 ans, je suis parfois un peu las de devoir toujours passer par les autres, et même en choisissant les textes qu'on traduit, on ne traduit quand même pas toujours ce que l'on voudrait, et des choses suffisamment intéressantes, et ça dévore une partie de son temps que je finis par trouver un peu excessive. Mais je crains que ça reste comme ça longtemps à l'avenir. Je ne vois pas de raison que ça change. Je dis malheureusement, parce que quand même je serais assez content que la part de la traduction soit d'un tiers au lieu d'être des 2 tiers, par exemple, dans une année. Mais vous pensez beaucoup à la suite de votre vie ? Est-ce que vous faites un programme ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vis, enfin, à une année près, disons. Enfin, je vis avec, une année d'avance parce qu'il faut cela, pratiquement, pour savoir au-devant de quoi on va, matériellement, mais pas au-delà, non. Est-ce que vous avez le sentiment que vos enfants continuent votre existence déjà ? Oui, je pense qu'ils le feront
je l'espère autrement, oui, parce qu'il faut que chacun s'épanouisse selon ses voies, mais en tout cas, il y a un lien étroit entre nous. Donc, il n'y a pas du tout rupture, comme ça arrive très souvent aujourd'hui dans les familles, disons, plus peut-être qu'autrefois encore, je ne sais pas. Et ce n'est pas le cas pour nous. Et vous croyez que ce sera toujours Grignan, le cadre de votre vie? Je pense, je ne vois pas tellement de raisons, ni même de possibilités, si nous le désirions, de changer. Je crois que là, le choix est fait, il n'était pas mauvais. Et je pense que c'est un lieu qui, pour le genre de travail que je fais, avec justement cette distance que je disais par rapport au monde littéraire, et en même temps cette non-solitude par rapport aux amis, donc pas du tout un ermitage, je crois que c'est assez bien. Enfin, on ne trouve jamais exactement ce que l'on veut, mais j'ai l'impression que c'est bien. La Suisse reste présente dans votre esprit? La Suisse d'où vous êtes parti au départ? Oui, sûrement. Moi, je suis pas très, je suis pas probablement très patriote ou très. Je ne sens pas tellement fortement les frontières, sinon je ne serais pas ici sans doute. Mais la Suisse reste présente pour moi parce que finalement, peut-être la plupart même de mes amis sont encore des amis suisses. Donc, par conséquent, les liens de l'amitié sont, sans parler de ceux de la famille qui sont réels aussi, sont très forts et constants. Donc, on a tout le temps des petits bouts de Suisse qui se promènent ici. Et nous y retournons aussi. Mais enfin, c'est une présence naturelle, c'est pas non plus un problème, une théorie pour moi. Je me souviens qu'au temps où j'étais encore à Lausanne, au temps de la revue Rencontre, par exemple, les débats qui se multipliaient entre les écrivains qui se demandaient est-ce qu'on doit aller vivre à Paris, éditer à Paris ou en Suisse, je ne les comprenais vraiment pas très bien, parce que pour moi, le problème ne se posait pas du tout sous cette forme. Encore une fois, c'est pas j'ai peut-être tort, mais enfin, c'est comme ça que j'ai vécu les choses. Est-ce que vous avez peur que quelque chose de votre œuvre, quand d'autres se pencheront sur cette œuvre dans beaucoup de temps, ne soit pas compris? Non, pas du tout. Non. Je dois dire vraiment que, vous savez, je pense pas du tout. Je crois que c'est honnête de dire à l'avenir de mon œuvre, même œuvre, paraît quelquefois un gros mot, pour ce que c'est. Moi, je crois qu'on écrit, beaucoup d'écrivains écrivent pour se débattre avec, enfin pour tenir le pouls dans un monde qui est tout de même difficile à vivre, et c'est donc une affaire d'abord personnelle, individuelle, et savoir si on sera classé dans l'histoire littéraire et comment on comprendra, ça c'est l'affaire. Vraiment, je dois dire que ça m'est assez indifférent. Si j'ai fait mon travail bien, le reste, mais vraiment, je n'y pense pas. D'ailleurs, ce travail, ça coule naturellement. Il n'y a pas une analyse tout le temps. Oui, c'est ça. C'est plutôt, je l'ai dit, parfois c'est plutôt un état pour moi, la poésie, qu'un travail. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un, et encore une fois là, c'est de nouveau pas du tout une attitude que je conseille ou que je crois unique. Et pour moi, la poésie, c'est d'être dans un certain état de concentration ou de silence et de recueillement intérieur. C'est pourquoi le travail excessif de traduction la gêne beaucoup. Parce que je ne peux pas travailler après avoir fait 6-4 heures de traduction dans la journée. C'est plutôt un état qu'une façon acharnée sur les mots, un combat avec les mots. Où, quand l'état est atteint, la poésie devrait en effet couler presque de source. Bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus.